Que se passe-t-il en ce moment dans le détroit d'Ormuz, en Asie de l'Ouest? Il y a quelques instants, on a appris, d'après les gardiens de la révolution iranienne, qu'un nouveau communiqué venait d'être publié. Selon ce communiqué, ils affirment avoir complètement fermé le détroit d'Ormuz. Voici ce qu'ils ont déclaré. Dans une précédente annonce, nous avions prévenu que toute ingérence étrangère, ainsi que la désignation illégale d'une voie maritime dans le détroit d'Ormuz, près d'Oman, entraînerait une réponse ferme de notre part et empêcherait toute augmentation du trafic dans ce détroit. Il y a quelques heures, ces avertissements ont de nouveau été ignorés, sous l'influence de puissances étrangères. Ils font référence aux États-Unis et à d'autres puissances étrangères. Plusieurs navires ont tenté de s'écarter de la route désignée par l'Iran, ignorant nos avertissements et nos alertes répétées pour corriger leur trajectoire et rester sur la voie autorisée. En conséquence, l'un de ces navires, qui avait éteint ses transpondeurs et mis en danger la sécurité maritime, a été pris pour cible et immobilisé par la marine des gardiens de la Révolution. À la suite de cet incident, et d'abord en raison de la faille de sécurité provoquée par une ingérence étrangère illégale, le détroit d'Ormuz sera temporairement fermé jusqu'à nouvel ordre, et ce, jusqu'à ce que les États-Unis cessent toute ingérence dans cette région. Aucun navire ne sera autorisé à traverser le détroit. Deuxièmement, si l'agresseur qui exploite cet incident commet une nouvelle agression, nous répondrons avec fermeté. D'autres bases ennemies dans la région seront visées. En ce moment même, les États-Unis attaquent l'Iran dans la partie sud du pays, et il semble qu'ils aient commencé avec des systèmes HIMARS déployés à Bahreïn. Regardez la carte. Ici, vous voyez Bahreïn, et l'une des principales cibles, c'était celle-ci, Bandar al-Daher, située juste à côté. Pour situer, voilà le détroit d'Ormuz ici. Et c'est là qu'ils ont frappé. Ils ont utilisé les HIMARS à Bahreïn pour atteindre cette cible. Des images viennent tout juste d'être publiées. Et ils utilisent les HIMARS à Bahreïn. L'autre point, comme l'a mentionné le corps des gardiens de la révolution islamique, c'est qu'ils ont touché un des navires. Apparemment, c'était sérieux. Les dégâts sur ce navire, qui essayait d'emprunter la route alternative, étaient importants. Ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu à Oman pour discuter de ce raid avec le gouvernement omanais. Et il y a tout juste quelques instants, on a appris que les forces spéciales iraniennes sont en train de poser des mines dans le couloir maritime désigné par Oman. Alors, ils sont en train de poser des mines du côté omanais du détroit d'Ormuz pour empêcher tout navire ou tout bateau d'emprunter cette voie et pour forcer tout le trafic à passer par les routes désignées par les gardiens de la Révolution. Voilà la situation en ce moment. Le détroit est complètement fermé. Ils ont déclaré que les États-Unis ne respectaient pas le protocole d'accord, ni les 14 points, ni les 14 paragraphes de ce document. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, quand je rendais compte de ce qui se passait entre l'Iran et les États-Unis et de la réaction iranienne à l'attaque américaine, je vous avais expliqué que l'Iran se préparait à répondre. Mais comme il y avait les funérailles de l'ancien guide suprême iranien, la cérémonie a eu lieu en Iran, puis en Irak, avant de revenir en Iran. Ils préparaient tout cela pour pouvoir répondre aux États-Unis avant ou pendant les funérailles. Alors, les funérailles sont terminées et on voit que les Iraniens réagissent à ce que les États-Unis ont essayé de faire pendant et avant la cérémonie. D'après ce que j'ai entendu jusqu'à présent, tout est prêt. Tous les systèmes de défense aérienne, surtout dans le sud de l'Iran, dans le Khuzestan et à Boucher, sont activés en ce moment. Il y a aussi des rapports venant de Boucher et d'Assalouieh
qui se trouve dans la partie nord du détroit d'Ormuz, ou plutôt à l'ouest du détroit, près de Bandar Deya, exactement à l'endroit que je montre ici. Attendez, je vais afficher la carte. Voilà, ici c'est Bushehr. Et là, vous voyez, c'est Bahreïn. Ici, c'est le détroit d'Ormuz. Et si on remonte un peu, on voit Bushehr et Assalouieh. Donc les attaques ont lieu ici. Certaines d'entre elles se sont produites dans cette zone. Attendez, laissez-moi voir. Oui, les cibles en fait, j'essaie juste de suivre les cibles des États-Unis. On dirait qu'ils utilisent... Les avions de chasse frappent en ce moment certaines cibles. Les chasseurs américains frappent des cibles en Iran. Il y a eu des rapports, laissez-moi vérifier ici. Oui, les systèmes de défense aérienne à Khuzestan et à Bandar Abbas. Bandar Abbas est dans le sud, du côté droit du détroit d'Ormuz. Les systèmes de défense aérienne y sont aussi activés. Donc oui. Le rapport de Nima Al-Khorshid indique que ces attaques viennent essentiellement des lance-roquettes HIMARS situés à Bahreïn et au Koweït. Les États-Unis utilisent donc Bahreïn et le Koweït pour frapper l'Iran parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ils ne savaient pas. L'annonce est tombée il y a tout juste quelques instants. Il y a quoi? 30, 40 minutes, ils ont déclaré qu'ils allaient fermer totalement, complètement, le détroit d'Ormuz et poser des mines dans une partie proche des Omanais. Alors, les États-Unis, visiblement, n'étaient pas prêts pour ça. Ou peut-être qu'ils n'ont pas les avions de chasse nécessaires. Il y a aussi des rapports disant qu'ils frappent certaines cibles en Iran, mais pas beaucoup d'attaques pour l'instant. Une vingtaine, peut-être 30 avions de chasse s'approchent des frontières iraniennes et se dirigent vers des cibles dans le sud du pays. Et apparemment, ils utilisent surtout les bases de Bahreïn et du Koweït pour frapper ces cibles en Iran, pendant que tout ça est en train de se dérouler. Je cherche de nouvelles images, s'il y en a, de la partie sud de l'Iran. Mais tout le concept de la guerre et ce qui se passe en ce moment donne l'impression que, s'ils veulent y aller, ils vont utiliser les chasseurs basés en Jordanie. Je ne sais pas s'ils vont aussi utiliser les avions ravitailleurs. On ne sait pas combien de ces ravitailleurs se trouvent en Arabie Saoudite ou peut-être au Qatar. La dernière fois qu'ils ont attaqué l'Iran, ils avaient utilisé les ravitailleurs au Qatar. Et l'Iran avait réagi à ce geste du gouvernement qatari parce que d'une certaine manière, quand on ravitaille des avions de chasse, on fait partie de la guerre. Alors, l'Iran a essayé, a tenté de frapper certaines cibles au Qatar, comme une sorte d'avertissement au gouvernement qatari. Ce soir, je ne sais pas encore quelle sera la situation. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu parler d'attaques de chasseurs, comme c'était le cas lors des 2 ou 3 dernières fois où les États-Unis ont frappé l'Iran. Pour l'instant, tout tourne autour des HIMARS et de leurs bases dans la région. Et là, on a, vous savez, le commandement central des États-Unis qui vient de publier une nouvelle annonce. Elle indique qu'à 19h15, donc 7h15 du soir, aujourd'hui, heure de la côte Est, les forces du commandement central des États-Unis ont lancé la 3e série de frappes de la semaine contre l'Iran, après que les forces du corps des gardiens de la révolution islamique ont mené une attaque flagrante contre ce pays. Le MV GFS Galaxy, c'est le nom du navire, un porte-conteneur battant pavillon chypriote, traversait le détroit d'Ormuz. Un membre de l'équipage civil est porté disparu. Et le navire ne peut pas poursuivre sa route à cause d'un incendie à bord et de graves dommages dans la salle des machines. L'Iran avait une nouvelle fois l'occasion de montrer qu'il respectait le mémorandum d'accord après avoir été tenu pour responsable d'attaques aériennes contre des navires commerciaux. Mais une fois encore, il a échoué. En réponse, les États-Unis imposent un coût élevé, en continuant de réduire la capacité de l'Iran à attaquer librement les marins civils et les navires commerciaux qui traversent le détroit.
Les frappes? Oui, oui. En gros, ils parlent de ce qui se passe avec l'affaire. À mon avis, la guerre ne fait que commencer. Ils s'attaquent entre eux. L'Iran se prépare. Aujourd'hui, j'ai appris du côté iranien qu'il se préparait depuis 2 jours. Tout le monde, vous savez, sur toutes les frontières de l'Iran, ils ont envoyé beaucoup de forces vers l'ouest et le nord-ouest du pays, près de la frontière irakienne, pour contrôler la zone. Dans le sud de l'Iran, près du Baloutchistan, du côté de la frontière pakistanaise, il y a beaucoup de troupes au sol pour sécuriser la situation et éviter toute incursion venant de l'autre côté de la frontière. Tous les systèmes de défense aérienne sont activés ou prêts à l'être. Dans la partie ouest, dans la partie sud, on a entendu aujourd'hui qu'ils essayaient de tirer sur quelque chose. Dans la journée, il y a eu des explosions en Iran et on a cru que les États-Unis attaquaient l'Iran. Plus tard, on a appris que non, en fait, ils testaient leur système de défense aérienne pour le calibrer, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et puis ce soir, comme je l'ai dit, les attaques ont commencé. Pour l'instant, aucun rapport confirmé. On a juste eu une information sur des avions de chasse qui auraient frappé certaines cibles en Iran. Mais jusqu'à présent, pas d'attaque directe de la part des chasseurs. Voilà donc la situation actuelle entre l'Iran et les États-Unis. Le point essentiel du côté iranien, c'est que le protocole d'accord n'a pas été respecté par les États-Unis depuis la clause numéro 1 jusqu'à la clause numéro 14. Je suppose que beaucoup d'entre vous savent ce qu'il y a dans la première clause, parce que j'ai déjà répété plusieurs fois ici à quel point cette clause est importante. Elle concerne entièrement le Liban. Elle parle du comportement israélien au Liban et du retrait total du Liban. Cette clause a été violée dès le lendemain de la signature du protocole d'accord entre les deux parties, les États-Unis et l'Iran. Le seul point positif de ce protocole, c'était les sanctions sur le secteur pétrolier et énergétique iranien. Parce que ce n'était pas seulement le pétrole et le gaz, ça concernait aussi les produits pétrochimiques, ce qu'ils appellent dans le protocole les dérivés. Donc ça faisait partie de l'accord. Puis, le mardi suivant, les États-Unis ont décidé de rétablir les sanctions sur le pétrole, le gaz et les produits pétrochimiques iraniens. Autrement dit, cette partie-là n'existe plus. Et ça, c'est l'article 9 du protocole d'accord. Ça n'arrivera pas. Les sanctions n'auront pas lieu. La guerre revient. Donald Trump, à chaque fois qu'il s'exprime, il menace les Iraniens en disant « Je vais vous frapper plus fort, je vais vous frapper ». Et puis il dit « Arrêtez ». Il y a des gens aux États-Unis, peut-être des services de renseignement israéliens, qui essaient de le convaincre que les Iraniens vont. Quand il était à Istanbul, on parlait d'un plan iranien pour assassiner Donald Trump. Toute cette histoire est complètement absurde. Je ne vois pas pourquoi l'Iran aurait besoin d'assassiner Donald Trump. Il n'y a aucune raison pour ça. Et ce n'est pas le comportement. Je ne reconnais pas ce genre de comportement. Je ne vois pas l'Iran agir de cette manière. Ils n'ont pas besoin de ça. Et il n'y a aucun avantage stratégique à assassiner des gens. Ce n'est pas l'attitude du gouvernement iranien. Même pendant la guerre, quand tout a commencé, quelle a été la réaction de l'Iran après l'assassinat du guide suprême, un événement pourtant si important? Vous avez vu ce qui s'est passé pendant les funérailles. Cela montre à quel point le guide suprême comptait pour le peuple iranien. Des millions de personnes, plus de 40 millions, sont descendues dans les rues pour accompagner son cortège funèbre. Ça montre l'importance de sa position en Iran et aussi de sa personnalité. Mais ils n'ont pas riposté. Même après cette attaque, l'assassinat du guide suprême, ils n'ont pas visé de civils, ni en Israël, ni dans aucun des pays du Golfe.
Pendant la guerre, pendant 40 jours de conflit, il y a eu, je dirais, environ 20 à 22 victimes dans les pays du Golfe, des personnes blessées ou tuées. C'était à cause des explosions, à cause de ces attaques contre les bases américaines. C'est tout. Là, je parle des civils. Pour ce qui est des pertes militaires des soldats américains stationnés dans les pays du Golfe, je n'ai pas de chiffres précis. En Iran, dans les médias iraniens, on parle de beaucoup plus. Certains rapports évoquent plus de 500, voire 1500 blessés ou touchés d'une manière ou d'une autre. Voilà pour la version iranienne. Du côté des États-Unis, on parle d'environ 15 soldats tués. On ne sait rien des blessés, et aucun rapport ne mentionne le nombre de soldats touchés. C'est la réalité. Concernant Israël, voyez-vous, l'Iran n'a jamais attaqué de civils en Israël. Les dernières attaques en Israël, si vous vous souvenez, visaient Dimona. Ils ont frappé Dimona pour montrer la puissance de l'Iran, pour prouver que les missiles iraniens peuvent percer le système de défense aérienne israélien. C'était la dernière étape de la guerre, juste avant que le cessez-le-feu ne soit annoncé par les États-Unis. Je pense que c'était l'un des points essentiels pour les États-Unis, recevoir l'avertissement que l'Iran est capable de frapper Dimona. Et chaque fois qu'ils décideront de le faire, ils le feront. C'était ça, le message. Ce n'est pas seulement une question de savoir si les États-Unis et Israël sont capables d'utiliser des avions de chasse pour pénétrer en Iran et frapper Fordow ou d'autres installations nucléaires iraniennes. L'Iran, lui aussi, est capable de riposter. Le problème, la différence, c'est que toutes les installations nucléaires israéliennes sont à la surface, alors que toutes les installations iraniennes, y compris les missiles, les drones, le programme nucléaire, sont souterraines. Et souterraines, ça veut dire qu'il est très difficile pour les États-Unis de les bombarder, de les détruire. Donc on assiste à une situation où je ne sais pas exactement ce qu'il en est à la base aérienne Ben Gurion. Parce que la dernière fois, on a vu beaucoup d'avions de chasse américains ou des ravitailleurs stationnés là-bas, sans aucun abri. Alors si c'est toujours le cas, eh bien, c'est toujours le cas. C'est une énorme forme de fragilité du côté des États-Unis. Si la situation s'aggrave, l'Iran peut frapper ses cibles à Ben Gurion. Voilà où on en est aujourd'hui. Et, d'après ce que je comprends, l'Iran ne voit aucune raison de poursuivre le protocole d'accord, puisqu'il n'en a rien obtenu. Aujourd'hui, la secrétaire au Trésor américaine a déclaré qu'il ne libérerait pas les avoirs iraniens gelés, alors qu'un accord avait été trouvé. Et tout cela passait par le gouvernement du Qatar. Vous vous souvenez que l'Iran s'est rendu 2 fois au Qatar. La délégation iranienne s'y est rendue au complet. Le président du Parlement, le ministre des Affaires étrangères et le gouverneur de la Banque centrale. Ils sont allés au Qatar pour trouver une solution, pour comprendre comment récupérer ces avoirs gelés. Il semble que les États-Unis manipulent tout le mécanisme qui permettrait à l'Iran de récupérer ces fonds. À partir d'aujourd'hui, a déclaré la secrétaire au Trésor des États-Unis, nous n'allons pas les laisser récupérer ces avoirs gelés. Et avant cela, ils doivent se comporter correctement. S'ils agissent mal dans le détroit d'Ormuz, nous ne laisserons pas faire. En gros, l'Iran ne tire rien de ce protocole d'accord. Ni l'Iran, ni le Liban d'ailleurs, parce que le Liban faisait partie intégrante de cet accord. C'est pour ça qu'ils l'ont mentionné dès la première clause. Ça montre l'importance du Liban. Et on sait ce qui s'est passé ensuite, comme je viens de le dire. Les combats continuent. Aujourd'hui, nous avons reçu des rapports venant du sud du Liban, indiquant qu'ils attaquent des civils. Ils frappent les villages dans le sud du pays. Les forces israéliennes utilisent des drones et des avions de chasse pour attaquer ces villes et ces villages du sud du Liban.